Il y a des surprises, elles font plaisir. Allez, on se retrouve, on se décale malheureusement, mais on se retrouve pour parler de WWE Evolution, le premium live event exclusivement féminin qui s'est tenu dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet 2025. Je vais pas revenir sur le contexte, je l'ai évoqué, que ça soit dans le Sturistradamus de AEW All In, dans la review que j'ai faite de Saturday Night's Main Event, ou encore dans la review le qu'est-ce qui s'est passé de ce même AEW All In. Et je vous rassure, il y aura aussi la review de Monday Nitro qui sortira prochainement avec plus d'informations, plus de détails sur la nature et la blessure de Seth freaking Rollins, qui change pas mal de plans dans la route de SummerSlam. Allez, State Farm Arena d'Atlanta en Géorgie, 8300 personnes étaient présentes, de ce fait ça y est, elles ont battu le record d'affluence de l'année pour un show exclusivement féminin, un record qui était détenu par All Star Queendom de Stardom. Ça a mis du temps, ça a décollé sur la fin, et mon dieu, ce WWE Evolution, le show lui-même était une véritable réussite, un show que vous invite véritablement à voir. 3h30 pour 7 combats, et 7 combats, c'est vraiment pas une si mauvaise formule que ça. C'était pas indigeste, la carte était éclectique, il y avait de vrais enjeux, il y avait aussi pour beaucoup l'occasion de découvrir de futurs talents en provenance de NXT qui a été très bien promu sur cet événement. Et ça a donné au public un tel sentiment de feel good moment, même si ça s'est terminé en quelque sorte dans le chaos, que les fans, à juste titre, ont réclamé, exigé que WWE Evolution devienne un rendez-vous annuel. Et en soi, bah oui, on peut les comprendre, WWE a attendu près de 7 années pour créer un second opus à WWE Evolution qui avait été un symbole important en 2018, même s'il était un peu à l'époque un arbre qui cachait la forêt des femmes proscrites d'événements en Arabie Saoudite, ça a changé avec le temps. Et là, cette évolution numéro 2, même s'il était dans les tuyaux, il vient surtout pour, vous le savez, contre-attaquer le gros week-end d'All Elite Wrestling. Il n'a pas reçu une immense promotion lors des weekly, certains programmes auraient mérité un meilleur traitement, et au final, 8300 personnes, c'est le premium live event de WWE avec la plus faible affluence depuis très longtemps. À peine le show terminé, Jota Sitter et Biggie ont insisté sur l'enthousiasme du public qui a joué un grand rôle, je trouve, dans cette soirée. Il n'y a pas eu que des chants This is awesome, mais des chants Women's Wrestling, et le terme wrestling, là, il était particulièrement bien utilisé sur cette soirée. Et Biggie, il a fait le même coup de gueule que les fans, il faut que cet événement devienne annuel, il faut plus attendre 7 ans pour refaire ce genre d'expérience, et ah oui, il y a un certain Triple H qui a été interrogé à ce sujet en conférence de presse post-événement. Il a entendu l'appel des fans, mais il considère que la division féminine occupe déjà une place importante lors des weekly, lors des premium live events. Elles ont régulièrement main eventé des gros événements, même si à mon sens c'est jamais véritablement suffisant. Et vraiment pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, pour ceux qui regardent WWE depuis longtemps, en effet, le catch féminin a une bien meilleure place à l'écran qu'il fut un temps, mais il y a clairement une différence d'écriture, dans les programmes, dans les places occupées, et ça, malgré les bonnes performances des athlètes, ça se ressent aussi sur, les réactions du public quand on se retrouve avec une Lyra Valkyria contre une Bayley au milieu d'une carte, qui peuvent faire le meilleur catch possible avec un public pas véritablement des plus enthousiastes. Alors là, le public à Atlanta, il était différent, le public, il savait ce qu'il venait voir, il savait qu'il allait se consacrer, se donner à fond pour soutenir le catch féminin, et ça s'est ressenti dès le tout premier match, où quand Bayley, elle a commencé à chauffer la foule avant son triple sweat match, il y a eu une excitation, il y a eu quelque chose de spécial, et toute la soirée, ça va être très bouillant. Une dernière chose, avant de passer sur la review des combats, ce qui m'a beaucoup surpris, et quelque part agréablement surpris, c'était une importante présence féminine dans le public, à plein d'endroits ça s'est vu, à plein de moments ça s'est également entendu, et ça c'est quelque chose je trouve de très important pour la suite du catch, pour la conduite des futures opérations, et vraiment WWE devrait pas négliger ce détail et donner plus de chance à ce catch féminin de se produire en exclusivité pour aller, comme il souhaite le faire à chaque fois, conquérir un nouveau public. Et même le clip d'intro de l'événement, c'était quelque chose que j'ai trouvé d'assez mignon, d'assez symbolique, de voir ces petites filles jouer avec des figurines de catcheuses et de présenter ces athlètes de WWE comme des véritables figures, des modèles d'inspiration. Allez, premier match de la soirée, Becky Lynch défend le championnat intercontinental contre Bayley et Lyra Valkyria. Alors vraiment, l'ajout de Becky Lynch dans la rivalité actuelle entre Bayley et Lyra Valkyria, d'avoir une véritable figure heel sur laquelle se retourner, ça a créé encore un peu plus ce gros chaudron qui s'est en plus de ça laissé prendre au jeu par une action totalement
incroyable et démesuré presque. Il y a eu vraiment un rythme très soutenu pendant tout ce combat où personne n'a lâché, tout le monde a mouillé le maillot. Il y a eu ces grosses tentatives de tomber un peu dramatiques avec des gros finishes, avec toujours quelqu'un pour venir casser le tombé en dernier recours. On avait l'impression que ça n'allait presque jamais se finir, mais quelque part, c'était si excitant que le suspense est resté totalement entier. Au final, Lyra Valkyria, surprise par Bayley après avoir porté son finish, va se faire sonner par celui de la catcheuse de Seine Rosé. Le role model cependant va se faire surprendre par un excellent backslide pin emmené depuis cette position de tombée. Un excellent vol de pinfall de la part de Becky Lynch qui a surpris le monde et qui là encore une fois a été à la hauteur de sa réputation d'excellente technicienne, et c'est vraiment 3 catcheuses qui ont une chimie toute particulière dans le ring. Une excellente manière de lancer ce WWE Evolution, c'était en plus de ça l'histoire, le match qui a été je le trouve le mieux promu pour cet événement. Et oui, j'ai vu ce qui s'est passé à Monday Night Raw, je vais pas faire de spoil, mais c'est loin d'être terminé, et quelque part, tant mieux. C'était peut-être la découverte pour certains, mais Jessie Jane, la catcheuse championne de NXT, accompagnée de son clan Fatal Influence, Fallon Henley et Jasmine Nix, défend ce championnat NXT contre Jordynne Grace, la très grosse recrue de ces 6 derniers mois de WWE en provenance de TNA. Elle avait déjà fait plusieurs apparitions, notamment au Royal Rumble. Une Jordynne Grace qui va venir accompagnée de la dernière grosse recrue du côté de NXT, l'ancienne Maria May, Blake Monroe, qui la veille à NXT Great American Bash s'est payé le luxe de faire le tombé sur la championne actuelle dans un match tag. Elle faisait équipe avec Jordynne Grace. NXT, ils ont essayé de créer une relation d'amitié, de confiance entre Blake Monroe et Jordynne Grace, mais quand on connaît Maria May, on sait très bien que ça va pas bien se finir. Alors Jordynne Grace, elle était probablement la favorite pour remporter ce combat, étant donné que Jessie Jane, on a plus l'impression que c'est une championne un peu accidentelle, et c'est un peu triste de dire ça, puisqu'elle a longtemps trusté le milieu de la carte de NXT. Au sein du clan Fatal Influence, on avait plus l'impression que c'était Fallon Henley qui dirigeait les opérations, et ça a été un véritable choc quand on l'a vu prendre ce championnat NXT à Stephanie Vaquer. Et j'ai envie de vous dire, moi j'adore quand WWE nous met ce genre de contre-pied, et Jessie Jane se starifie de plus en plus depuis qu'elle possède ce titre. Alors véritablement, ce soir, elle avait besoin d'une victoire. Et au terme d'un très bon match d'un peu plus de 10 minutes, on a senti qu'il y avait une très bonne implication physique et un bon engouement de la part du public qui semblait bien avoir les codes. Fallon Henley et Jasmine Nix, elles ont tenté d'intervenir en faveur de leur championne, mais Blake Monroe, elle a fait un petit peu le ménage aux alentours du ring, elle a sécurisé le périmètre, elle a dit à Jordynne Grace vas-y maintenant t'as plus qu'à dérouler, et elle va profiter que Fallon Henley occupait l'arbitre pour mettre un grand coup de ceinture dans le dos de Jordynne Grace. Jessie Jane va en profiter pour remporter la victoire, consolider encore un peu plus son momentum, et c'est très intéressant de partir sur ce heel turn de Blake Monroe qui a beaucoup plus à apporter dans ce registre, et de lui donner en premier programme Jordynne Grace qui est peut-être la star féminine la plus établie, la plus forte, le plus gros star power du côté de NXT. Le 4-way tag team match pour les championnats par équipe détenus par Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Comme l'avait annoncé Adam Pearce et Nick Aldis, on a choisi une équipe de chaque brand, à savoir Raw, SmackDown et NXT. Il y a comme Monday Night Raw, il n'y a pas eu de combat qualificatif parce que bah ouais, la division féminine de Monday Night Raw, elle est je trouve un petit peu en PLS, il y a beaucoup de gens occupés, dont notamment Lyra Valkyria, Bayley, Becky Lynch sur la course autour du championnat intermédiaire, le titre intercontinental, et les Kabuki Warriors, Kairi Sen et Asuka, c'est les seuls à véritablement entretenir une histoire avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Cependant, il y avait l'aspect fraîcheur, l'aspect découverte pour beaucoup, de voir Zarya et surtout Sol Ruka, qui est clairement un talent à polir, performer avec autant de stars établies. Et Alexa Bliss, Charlotte Flair, bien sûr, c'est le duo gros star power et elles entretiennent cette relation qui devient, avec le temps, de plus en plus attachante. Elles le disent, elles sont pas amies, elles ont juste des intérêts communs, mais on sent la complicité s'installer de plus en plus et ce match en a été un gros exemple. 11 minutes de match, encore une fois, un excellent format, une Charlotte Flair qui, dans ce nouveau rôle de babyface tellement assumé cette fois-ci, reçoit des grosses acclamations du public, et quand tu connais la femme, tu sais que c'est à quel point important pour elle, et je pense que ça doit lui faire très bien, vu toute la merde qu'elle s'est mangée récemment, ça reste quand même l'une des superstars les plus critiquées en ligne, et encore, j'utilise juste le terme critiquer si ça va pas plus loin, mais ça va beaucoup plus loin, vous le savez. Et vraiment, j'ai eu le sourire pendant tout le match, avec Alexa Bliss, Charlotte Flair, ça fonctionne très bien, la dynamique du duo est très intéressante, mais ça restera cependant insuffisant dans un combat où il fallait montrer un peu d'opportunisme, et c'est exactement ce que va faire Raquel Rodriguez en fin de match, qui, en grosse patronne, va profiter de l'esquive de la spire de Zarya sur Alexa Bliss, sauvée par Charlotte Flair. Le moment était vraiment pipou, c'est malheureusement Sol Ruka qui va prendre l'impact
l'impact de sa partenaire. En plus, ils tissent toujours des choses du côté de NXT autour de Zarya, Sol Ruka. Est-ce qu'elles vont un jour splitter, hein? C'est exactement ce qu'ils ont fait pendant des semaines, des mois et des mois entre Nathan Fraser et Axiom, qui finalement sont toujours restés ensemble. Non, vraiment, Raquel en patronne, elle est arrivée, elle a sécurisé le périmètre, elle a porté sa grosse bombe, elle a remporté la victoire. Roxanne Perez est venue lui faire un câlin et elle lui a dit c'est bien, petite, reste à côté. Encore une fois, hein, le plan tout pipou derrière, hein, sur Alexa Bliss, Charlotte Flair. J'espère qu'on va continuer d'en voir un petit peu plus et qu'on va travailler encore cette relation. On tient quelque chose d'intéressant. Et une telle victoire va renforcer encore un peu plus le momentum du Judgment Day qui, c'est bien dans l'écriture, se porte très bien depuis que Liv Morgan n'est plus là. Ah! Allez, j'avais peur à l'accident de voiture, mais Tiffany Stratton contre Trish Stratus, c'était une très bonne surprise. Ah, les dernières performances de Tiffany Stratton m'ont pas particulièrement régalé, et clairement ils ont pris la décision de lui donner un peu plus le mauvais rôle face à une Trish Stratus qui a reçu un immense accueil et qui s'est beaucoup donné physiquement pour faire briller son adversaire. Trish Stratus, bah non, elle a pas peur de bumper, et malgré son âge et le fait qu'elle soit plus une catcheuse régulière, elle a été une excellente babyface pendant tout ce combat, elle avait un feu sacré par endroit, elle a créé le suspense. Ce qui m'a plu également, c'est que c'était pas trop long, ça a juste duré un peu plus de 8 minutes, ils s'en sont restés sur un terrain très clean avec une grosse victoire très assumée de Tiffany Stratton, qui pendant son match d'ailleurs a sorti un End of Her Tage à la manière de Roderick Strong. Alors là, bravo, chapeau, c'est bien, surprenez-nous. Et une Tiffany Stratton qui s'est permis après sa victoire de chambrer un petit peu le public. Et c'est vrai que Tiffany Stratton, je pense qu'elle y gagnerait beaucoup plus à revenir à sa première nature, à savoir une catcheuse arrogante heel, parce que le turn s'est fait de manière organique. Et je pense que WWE l'avait pas fatalement prévu et que Tiffany Stratton, je pense, ne se projetait pas non plus à devenir un symbole, un modèle, une babyface pour le public. Elle sera, je pense, plus efficace en heel. On va voir comment les choses s'écrivent, puisqu'on sait que si elle ne perd pas son titre, à SummerSlam, son adversaire devrait être Jade Cargill. Et bah justement, un match dont j'avais aussi assez peur, Jade Cargill contre Naomi dans un No Holds Barred match. Ils ont rajouté la veille à Saturday's Main Event Bianca Belair en tant qu'arbitre spécial. Alors vraiment, c'est très étonnant hein, d'avoir un arbitre spécial pour un combat où il n'y a pas de disqualification, et j'avais peur qu'on surécrive les règles pour donner un rôle important à Bianca Belair dans cette confrontation, et Bianca Belair au final a été très discrète. Elle semblait même assez concernée par l'état de ses deux anciennes amies, parce que bon, Naomi c'est vraiment son ancienne amie, et Jade Cargill, on est sur une situation un peu ambiguë. Non, Bianca Belair, très discrète, et on a laissé l'action se dérouler avec une Naomi qui a été une chef d'orchestre incroyable, qui a parfaitement utilisé la stipulation à son avantage pour faire briller Jade Cargill, hein, qui est aussi plus intéressante à voir évoluer dans ce genre de contexte. Il y a eu des spots visuellement assez impressionnants, mais malheureusement pour Naomi, elle ne va pas s'imposer et subir le Jaded de la troisième corde à travers une table en contrebas. Alors le finish n'était pas forcément, je trouvais, très visuel. Je suis pas un grand fan hein, de la manière dont Jade Cargill applique son finish. Elle a une exécution très différente de celui de Beth Phoenix, hein, qui était vraiment très impactant à l'époque. Donc Bianca Belair, elle a levé le bras de Jade Cargill avec un regard assez fébrile. Je pense qu'on s'expliquera entre les deux fans dans les semaines à venir, parce que, bah oui, Naomi, pour elle, peut-être l'aventure s'arrête là dans sa quête d'aller battre Jade Cargill. Une défaite qui va pas l'empêcher d'avoir d'autres plans dans la tête, et on y reviendra. Alors la Battle Royale pour déterminer une challengeuse à un titre pour l'événement WWE Clash in Paris à la fin de l'été, vous le savez, hein, c'est chez nous, c'est à la Défense Arena de Nanterre. Et vraiment c'est un match qui a reçu, je trouve, une construction très bizarre. Alors la grande favorite bien sûr c'est Stephanie Vaquer, qui a fait de gros débuts dans le main roster mais qui bizarrement est absente depuis plusieurs semaines. On la voit juste dans des promos backstage, et encore c'est souvent pendant les coupures publicitaires. La star, l'attraction de ce match était bien évidemment Nikki Bella, qui va d'ailleurs faire son entrée la première. Et Nikki Bella, maintenant on le sait, elle revient pas juste en one shot, hein, elle veut s'établir pour un plus long run. Excellente réception hein, de la part du public. Nikki Bella, que vous l'aimiez ou pas, c'est une icône. Les deux autres grosses favorites potentielles de ce match, bah, c'est Nia Jax hein, qui avait remporté la première bataille royale il y a 7 ans et qui est toujours quelque part considérée comme une menace dès lors qu'elle se retrouve dans un match. Une Nia Jax qui a d'ailleurs été attendue à son entrée par Candice LeRae. Bah oui, elles sont à nouveau copines, je sais pas, ça nous a pas été réexpliqué. Et d'ailleurs Michael Cole pendant toute la soirée a appelé Candice LeRae Candice Michel. D'ailleurs on sait pas s'il faisait exprès, etc. Il était repris par Wade Barrett. Une autre favorite potentielle, c'est Julia, l'actuelle détentrice du championnat des États-Unis, qui reçoit pas une excellente écriture, je trouve, depuis qu'elle est dans le roster. Hein. C'est pas juste parce qu'elle est championne que elle est très excitante pour l'instant dans les programmes. Zelina Vega, d'ailleurs, celle qu'elle a battue pour avoir ce titre. Bizarrement, Zelina Vega, elle paraissait bien déterre quand elle est arrivée au ring. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un heel turn, j'ai raté quelque chose? Bah non, en fait, elle avait pas envie de sourire, elle avait surtout envie de se venger, elle voulait être concentrée, et j'ai trouvé ça assez, voilà, surprenant. Surtout qu'elle aura un beau rôle dans le match, puisque c'est elle qui va éliminer Julia. Il y a eu aussi
aussi plein d'entrées pour toutes les catcheuses en provenant d'NXT et un petit peu plus bas dans la carte qui se sont déroulées pendant une coupure publicitaire aux États-Unis sur Peacock. Bon, nous on a eu le droit aux entrées, les commentateurs disaient rien. Tatinati, elle a remis son beau chapeau, ouf, je suis rassuré. Et quand le combat a débuté, les premières victimes étaient les catcheuses de NXT, Easy Dame et Tatum Paxley. Alors Easy Dame c'est un peu surprenant parce que la veille elle était à NXT Great American Bash Challengeuse au titre nord-américain. Hop, ça dégage, il faut faire mousser Nia Jax bien sûr. Et Nia Jax elle va avoir une grosse opposition pendant tout ce combat, à savoir la grande catcheuse en provenance de NXT Lash Legend qui a reçu une immense construction pendant tout ce combat. Il y a une grosse rivalité qui est née également entre Chelsea Green et Nikki Bella. Alors il y a un ménage qui va s'opérer, il y a le spot Kofi Kingston qui a été assuré par Kelani Jordan. C'est assez compliqué pour moi de faire un gros play-by-play sur tout le match, mais ce que je peux vous dire c'est que cette bataille royale a été très bien produite, il n'y a pas de grands moments qui se sont chevauchés et ça a été très bien retranscrit à l'écran. C'est une bonne bataille royale globalement et surtout avec j'ai trouvé dans son exécution de bonnes surprises. Surtout lors de l'élimination de Nikki Bella, qui va pas jouer le gros sprint final, on s'est retrouvé de ce fait à la fin avec Nia Jax, Lash Legend et Stephanie Vaquer. Nia Jax, elle va succomber à l'association de ses deux autres opposantes qui vont terminer dans un très bon final, j'ai trouvé, où astucieusement Stephanie Vaquer va réussir un ciseau de tête au-dessus des cordes sur Lash Legend et la terminer avec le Devil Kiss au plus grand plaisir du public. Elle sera donc la challengeuse à Paris, qui sera la championne à ce moment-là. Et en fin de combat, elle a été interviewée par celle qui a inventé le catch féminin, bien sûr, l'autre Stéphanie, Stéphanie McMahon, qui avait été déjà présentée au début du show. Il n'y a pas de révolution féminine sans Stéphanie McMahon, bien sûr. Elle a dit, je vais essayer de parler en espagnol. Stéphanie Vaquer, elle s'est excusée parce qu'elle a parlé espagnol, elle a dit son anglais, c'est pas sa première langue. Sa première langue, c'est le catch. Ouais, elle a dit, my first language is wrestling, et j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Ouais, Turi, il a pas besoin de grand-chose. Si on dit catch, il est content, en fait. Et c'est vrai qu'avec ces nouvelles grosses stars, Julia, Stephanie Vaquer, qui n'ont pas un anglais exceptionnel, il va falloir s'adapter. Et on le sent d'ailleurs, que pour une catcheuse aussi talentueuse que Io Sky et WWE est pas toujours des plus inspirés sur des segments, notamment au micro, c'est pas ce qu'ils font plus du soap opéra pour construire leur combat, et c'est assez bien de voir quand même des catcheuses qui veulent mettre en avant leur style dans le ring, et un peu comme ça remettre le très bon catch au cœur des priorités. Alors Stephanie Vaquer, je lui souhaitais tout le meilleur. Et enfin le main event, enfin on va parler de cet immense match entre Io Sky qui défend le championnat World Women contre Rhea Ripley. L'histoire elle est simple. Et d'ailleurs, c'est vraiment le seul programme qui avait vraiment pas besoin qu'on en fasse des caisses. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre qu'au dernier épisode de Monday Night Raw, elles avaient juste un promo package et que ce match est juste décidé par un challenge un petit peu tout bête une semaine auparavant. L'histoire, elle est simple. Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky depuis des années. Et est-ce que ça vous a empêché de kiffer ce putain de match de catch qui était exceptionnel? Encore une fois, je vais le dire, Io Sky, quelle grande dame de cette profession, peut-être l'une des meilleures qui ait jamais foulé un ring. Parce que vraiment, quand tu concèdes 20 cm à ton adversaire et que tu arrives quand même à rendre chacun de tes assauts ultra crédibles, c'est que vraiment, t'es quelqu'un de très fort. Et Rhea Ripley super adaptable. D'ailleurs, c'est elle qui va plus prendre le mauvais rôle face à Io Sky. Parce que oui, le public était pas derrière Rhea Ripley, la grosse star, mais vraiment derrière Io Sky, qu'on était ravi enfin de voir défendre son titre depuis WrestleMania, ça datait un peu. Rhea Ripley, dès lors qu'elle a commencé à imiter Io Sky, après une petite provocation qu'elle a commencé à faire le signe, voilà, je suis un petit peu folle dans ma tête, on a senti les huées dans les gradins, et ça s'est réglé. Rhea Ripley a pris l'avantage, c'est elle qui a mené la phase de hit de manière assez agressive. Io Sky a eu des comebacks incroyables. Par sa vitesse, clairement, elle a asphyxié Rhea Ripley, qui a dû revenir de manière un petit peu désespérée. Elle a eu un chouette enchaînement avec son Razor's Edge et une grosse sitting powerbomb qui n'obtiendra qu'à compte de 2. Et vraiment, ce tombé-là, je l'ai trouvé très dramatique dans la production, dans l'acting de Io Sky, mais aussi de Rhea Ripley. Et on est arrivé à ce moment qui était peut-être un peu inutile, ou en tout cas surprenant. Bah ouais, WWE, ils peuvent pas s'empêcher de mettre un rave bump. Bah ouais, on a Io Sky qui a fait un springboard dropkick et qui est venu toucher l'arbitre Jessica Carr, qui a vendu pendant très longtemps. Alors si elle catch comme ça du côté de Evil, vous savez comment la battre. Rhea Ripley a porté son riptide derrière, mais il n'y avait pas d'arbitre, ça aurait pu compter jusque 10. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que Rhea Ripley, elle le sait qu'il n'y a pas d'arbitre. Elle est là pour le ref bump, c'est elle qui esquive le dropkick et qui voit bien qu'il n'y aura personne pour faire le tomber. J'aurais adoré que Io Sky se dégage avant le compte de 3. Voilà, parce que même quand il n'y a pas d'arbitre, t'es pas capable de me battre, ça aurait été bien. Alors oui, Rhea Ripley, sans ce fait de jeu, aurait battu Io Sky. Peut-être, on le découvrira. Et la situation, elle va s'envenimer à l'extérieur du ring. Pendant un long moment, on va aller se battre dans le public. Et Io Sky va faire son comeback et réussir un impressionnant crossbody depuis
plusieurs flycases qui étaient positionnés, il y avait au moins voilà 4 mètres de haut, un gros crossbody magnifique et reprendre l'avantage. Après avoir porté une Sunset Flip Powerbomb vers l'extérieur du ring, non mais Io Sky elle est folle, elle remet Rhea Ripley dans le ring, l'arbitre se réveille, elle va porter son moonsault et elle termine habituellement ses combats sur le moonsault. 1-2, dégagement, la réaction du public, les cris d'hystérie. Cela, je vais m'en souvenir pendant très très longtemps. Parce que là, vraiment, c'est une des plus grosses réactions sur une Nearfall que j'ai entendue depuis très longtemps à la WWE. Ça semble être la bonne occasion pour Rhea Ripley qui va réussir à ramener Io Sky vers la 3e corde. On va sentir le Riptide en avalanche arriver depuis cette 3e corde. Eh bien non, Io Sky, elle arrive tant bien que mal à contrer Rhea Ripley avec un Spanish Fly magnifique. Et les deux catcheuses sont totalement mortes dans le ring. Les plans sur Io Sky montrent encore à quel point elle meurt très très bien. Et c'était le moment inattendu mais aussi le moment parfait pour que Naomi tente son cash-in. Et oui, ils l'ont fait. Et puis c'était pas une mauvaise idée à ce moment-là parce que Io Sky et Rhea Ripley, elles ont potentiel à entretenir une rivalité qui peut s'étendre sur des années et des années, donc pas donner de vainqueur, bah c'était bien, c'était pas mal. Et puis Naomi, voilà, en opportuniste, elle va pas tout perdre. Le cash-in a été validé, elle a attendu que la cloche soit officiellement sonnée pour assommer Io Sky avec sa mallette, elle va dégager Rhea Ripley du ring, elle va porter son moonsault, remporter la victoire 1-2-3, et nouvelle championne World Woman Naomi qui de ce fait va faire la passerelle de SmackDown à Monday Night Raw, et quelque part tant mieux parce qu'à SmackDown, bah ouais, elle avait une impasse, et cette impasse, elle s'appelait Jade Cargill. Donc quelque part, très bon travail d'opportuniste, immense réaction parce que bah, le public, il adore voir un cash-in. Elle aurait mérité d'avoir de la hit, hein, quand même, c'est une immense heal, Naomi, mais non, il y a un cash-in évidemment, on est content, on est fou de joie, et c'était bien fait. J'avais vraiment pas envie qu'il y ait de vainqueur entre Io Sky et Rhea Ripley, tellement le match était équilibré, c'était bien joué, ça fait la bonne surprise, ça crée un gros moment. Et encore une fois, je le dis, WWE Evolution était une excellente vibe, et je vais m'arrêter là, voilà. Je suis satisfait, très bien, bravo, faites-en vraiment un événement annuel, par pitié. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé mon enthousiasme ou non, c'était un excellent show, le meilleur que WWE ait fait cette année. Tout le monde reste fort, c'était Sturi, bravo mesdames, ciao, bye bye.